Beaucoup d'images de faits, de déclarations inédites ce soir sur la menace des Russes contre l'Ouest. Et d'abord, très impressionnante, Émilie, sur la présence de soldats alliés des Russes coréens sur le sol de l'Europe en Ukraine. Alors, ce sont des bruits qui couraient depuis dimanche, mais là, on en a la confirmation. L'armée de Kim Jong-un est bel et bien au service de Vladimir Poutine. La Corée du Nord qui envoie des citoyens pour aider l'armée russe à combattre l'Ukraine. Information qui a été reprise par CNN et qui nous donne quelques détails. Regardez, le bataillon devrait comprendre jusqu'à 3000 soldats nord-coréens. Il est actuellement approvisionné en armes légères et en munitions. Écoutez, Volodymyr Zelensky qui confirme l'information. Nous constatons une alliance croissante entre la Russie et des régimes comme celui de la Corée du Nord. Il ne s'agit plus seulement de transfert d'armes, mais aussi de transfert de personnes de la Corée du Nord vers les forces armées de l'occupant. Évidemment, dans de telles circonstances, nos relations avec nos partenaires doivent être développées. Le front a besoin d'un soutien accru. Si c'est vrai, et vous dites que c'est vrai, maintenant on en a en tout cas des indications très fortes de la part de l'Ukraine. 3000 soldats, quel gifle pour l'Europe de l'Ouest. Rappelons-nous, l'Europe de l'Ouest, elle est en train, de façon affolée, de dire oui, on va envoyer, oui, non des soldats. L'autre axe, ils y sont. Alors vérifions déjà l'information. Maintenant, si c'est exact, c'est effectivement préoccupant. Parce que, alors là maintenant, vous commencez à avoir des Iraniens, les Chinois s'occupent un peu de la guerre en Ukraine, et puis maintenant on a des Nord-Coréens. Donc si vous voulez, c'est quand même une guerre qui n'est pas mondiale, mais qui commence à se mondialiser. Maintenant, il faut attendre véritablement pour voir ce qui va se passer. Ce qui est clair, c'est que c'est du pain béni pour Poutine, si c'est vrai, parce qu'il ne peut pas déclarer la mobilisation générale. Enfin, il n'a pas eu le courage politique de le faire jusqu'à présent. Et donc, aujourd'hui, c'est du soldat low cost qui pourra mourir à bas bruit, parce que c'est pas les familles qui vont aller se plaindre quand les cercueils rentreront en Corée du Nord. Sur le degré d'audace, l'Europe de l'Ouest, frileuse, peureuse, il faut rappeler, c'est le président de la République qui avait brisé ce tabou. Ils sont pas frileux de l'autre côté, hein. Non, c'est vrai. Même si la Corée du Nord est un pays de 26 millions d'habitants, 3000 soldats, c'est pas beaucoup. Je veux dire, ça n'est pas, je pense, un tournant de la guerre. C'est vrai que c'est, à mon avis, plus un symbole de la capacité de Vladimir Poutine à briser son isolement initial. On le savait avec le partenariat qu'il a avec la Chine. Et la Corée du Nord, on le sait, lui fournit des munitions. Maintenant, elle lui fournit des soldats. Les spécialistes parlent souvent de profondeur stratégique, parce que la Russie, c'est un très grand pays. Mais si en plus, il a comme allié des pays qui sont autour de lui, c'est vrai que ça lui donne une sorte d'avantage comparatif nouveau. Sur le crédit de la nouvelle, vous êtes avec nous, Xavier Titelman, et vraiment, il faut toujours rappeler à quel point vous arrivez avec vos amis ukrainiens, vos compagnons d'armes, puisqu'on peut dire maintenant que vous avez des compagnons d'armes ukrainiens, mais aussi avec une connaissance aérienne, à suivre le déplacement de troupes. Et puis, est-ce qu'il se confirme? Il y a encore quelques jours. Absolument, et on voit tout le matériel qui vous entoure. Oui, hier. Est-ce que cela se confirme, qu'il y a des soldats coréens du Nord sur le sol de l'Europe aujourd'hui qui sont combattants? Alors, il y avait déjà peu de doutes dans l'exploitation des missiles balistiques qui sont lancés par la Russie et qui sont fournis par la Corée du Nord et dont un bon stock, a priori, a explosé dans une des attaques que les Ukrainiens ont réussi sur un dépôt. Donc, on sait qu'ils étaient présents pour lancer les missiles qui sont fournis à la Russie. A priori, ils étaient présents pour opérer certains petits lance-roquettes multiples qu'on a vus sur le terrain. Et là, pour l'instant, il y a ces rumeurs de présence pour tenir certaines zones du front. Mais effectivement, sur une armée qui doit faire 600 000 hommes, vous en ajoutez 3 000, c'est pas énorme, mais n'empêche que c'est toujours ça en plus pour être en sureffectif par rapport aux Ukrainiens qui, eux, souffrent. Pour trouver 3 000 hommes du côté ukrainien, c'est beaucoup plus difficile. Donc oui, il y a cette crainte, il y a cette présence, pas en première ligne, qui était déjà confirmée. Malheureusement, là, ça va être de plus en plus fréquent. Et de la même manière qu'on a les Syriens qui ont voulu venir, qui se sont fait détruire en très grande quantité, les Iraniens qui sont venus et qui ont perdu un bon nombre de troupes quand ils devaient opérer des Shahed, là je pense que les Nord-Coréens, ils ne reculeront pas quand ils auront quelques centaines de pertes, malheureusement. Insistons sur l'aspect d'audace, parce que c'est pas ces soldats coréens qui vont faire basculer le sort de la guerre, ça on l'a très bien compris, mais des soldats de Corée du Nord qui viennent combattre sur le sol de l'Europe, sous le nez de l'Europe de l'Ouest, il y a quelque chose là comme un défi aux démocraties occidentales qui, oui, est très frappant. Oui, que Vladimir Poutine ne cesse de souligner, puisqu'il a signé un pacte de défense mutuelle au mois de juin quand il est allé rencontrer son homologue, et qu'il a expliqué que tout ça était très clair et que c'était dans tous les domaines que cette coopération devait s'exercer,
y compris et surtout bien sûr dans le domaine militaire et même spatial, parce qu'en échange, la Russie apporte une aide qui est fondamentale pour les Nord-Coréens, c'est tout le développement dans le domaine spatial, qui veut dire aussi vecteur éventuellement un jour pour l'arme nucléaire. Donc évidemment, le fait que cette dictature qui compte absolument pas sur la vie de sa population décide d'envoyer des milliers d'hommes sur le terrain pour se battre en Ukraine, évidemment pour les Russes c'est un avantage certain. Ce qui est affreux, c'est comment nous sommes obsédés par éviter le statut de co-belligérant en Ukraine. C'était une des lignes communes de l'action diplomatique tant des pays de l'Union européenne que des autres puissances de l'OTAN, et que la Russie, elle, son axe stratégique n'en a rien à faire. Ils envoient donc toutes leurs puissances alliées, sont sommés d'envoyer des puissances sur le terrain, pas que de l'armement, pas que du soutien, des hommes sur le terrain. Ouais. Et on n'a pas entendu, si vous me permettez, on n'a pas entendu les dirigeants occidentaux dire, comme les Russes le disent, on va frapper par exemple ces unités nord-coréennes. Rien. Et l'Ukraine se bat seule, en termes de soldats, pas en termes de renseignements, pas en termes d'armement, mais en termes de soldats, l'Ukraine se bat seule. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit devant nos yeux, mais c'est pas neuf. C'est-à-dire que là, c'est bien vous avez raison de le souligner. La mise en place d'une intégration, entre guillemets, entre les forces armées des différents pays totalitaires, mais aussi des milices qui leur sont proches, ça a commencé en 2012 en Syrie, où pour la première fois, vous avez eu une intervention commune de l'armée russe qui a sauvé le régime de Bachar al-Assad, aux côtés de l'armée iranienne qui envoyait ses passes d'Aran, des troupes du Hezbollah, 8000 hommes quand même, ils ont perdu 3000 hommes qui ont été engagés. Oui, mais c'est en Syrie. Non, mais c'est en Syrie. Oui, non, mais c'est pas. Oui, François, pardon, imaginez-vous. Non, c'est pas. Ce n'est pas c'est en Syrie. Je me permets d'insister, non, mais simplement sur la force. Je vous laisserai poursuivre, mais mettez-vous à la place des Allemands, des Polonais, pardon, qui ont des soldats coréens à quelques heures de voiture d'eux. C'est pour ça que c'est important de le souligner, et vous avez raison de le souligner. On a une mise en place. Quand c'était en Syrie, on pouvait se dire, mais on est toujours comme ça en Europe. Oui. Oh là là, c'est en Syrie, on se oh là là. Voilà. Après, il y a eu l'accord d'Astana, pareil, avec des Turcs qui jouent. Ils ont fait la même chose en Libye. Et puis après, ils l'ont fait Arménie, Karabakh, Azerbaïdjan. Et maintenant, donc, voyez bien ce qui est en train de se mettre en place. Il y a une alliance qui est en train de se faire et qui se crée pas seulement avec des armes, pas seulement avec un accord politique d'affaiblir l'Occident et les démocraties, mais aussi avec une intégration militaire où depuis maintenant 2012, je le répète, ça fait quand même plus de 10 ans, maintenant ça fait 12 ans, qu'on a de manière régulière sur différents terrains d'intervention des états-majors où des officiers russes travaillent avec des officiers iraniens, avec des officiers nord-coréens, c'est ça qui est en train de se mettre en place. Mais sur la faiblesse des Européens, est-ce que vous imaginez un instant pour les Américains qui toléreraient que sous leur porte, à Cuba, ou si le Mexique était dans notre régime politique, il y ait des milliers de combattants iraniens ou coréens du Nord ou chinois qui viennent à les frontières les défier? Pas possible. Je crois que s'il y avait des soldats iraniens à Cuba, ils feraient rien du tout. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Débarquer? Il y a eu la baie des cochons. En 62, les Américains ont réagi. Un peu plus fortement que par des paroles. Ils ont évité, bien sûr, la 62, c'était les missiles nucléaires. C'était quand même très différent. Maintenant qu'un pays souverain accueille des soldats sur son territoire, je vois pas très bien ce qu'il peut faire. Ça, il serait pas content, vraisemblablement. Maintenant, moi, je comprends très bien l'inquiétude, parce que là, le symbole politique est très fort. Je veux dire, au-delà c'est une brigade, en fait. Bon, une brigade, voilà. Mais au-delà, le symbole politique est particulièrement fort de voir des gens qui viennent de l'autre bout du monde pour combattre, qui sont issus d'une dictature et qui viennent combattre avec une dictature contre des pays occidentaux et contre des pays qui sont des démocraties. En tout cas, sur la détermination de Poutine, juste ça, la détermination de Poutine, puisque c'est le fil conducteur des prochaines minutes, en matière nucléaire, on va y venir, et dans toutes les matières, celle-là l'illustre, on voit à quel point il n'en a rien à cirer de toutes sortes de limites, comme le disait Klugman, toutes sortes de lignes rouges que les Européens, eux, se sont mis devant. Oui, c'est vrai, mais on peut dire aussi qu'il ne franchit pas les lignes rouges qui lui ont été imposées par les Européens et par les Occidentaux. Je vous rappelle que ça fait globalement depuis octobre 2022 que le front ne bouge pas. Les Russes ne sont pas capables d'avancer davantage vers l'Ouest. Ils n'ont pas lancé, Dieu merci, d'armes nucléaires tactiques ou d'armes chimiques. Il y a beaucoup d'initiatives spectaculaires de Vladimir Poutine comme celle-là, mais il me semble que dans une guerre, ce qui compte, c'est la réalité du front, c'est-à-dire
c'est la ligne de front, c'est savoir s'il y a une des deux parties qui gagne ou non des territoires. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas de Poutine. Il n'en perd pas non plus, certes, et on peut s'inquiéter pour les Ukrainiens, mais il n'y a quand même pas de bouleversement dans cette guerre, malgré les rodomontades, entre guillemets, du président russe. Alors, est-ce qu'il y a derrière ces 3000 hommes plus de forces qui sont prêtes? Justement, on s'est demandé ce que représentait l'armée nord-coréenne. Vous m'arrêtez si je me trompe, Didier François. Évidemment, je ne sais pas si vous êtes spécialiste de la Corée du Nord, mais vous avez peut-être plus de renseignements que nous, ou de renseignements que les Sud-Coréens. En tout cas, voici les seules informations dont on dispose. Général Réchou, vous aussi. Regardez, d'abord, 1 280 000 soldats. Je finis juste, Général, si vous me permettez, avec ces 572 avions, 70 sous-marins. Et puis, il s'agirait de la 4e puissance militaire en termes d'effectifs, avec 9 millions de soldats en réserve. Oui, vraisemblablement. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, 1 200 000 soldats, ils sont 26 millions. Vous imaginez? Nous, on est 68 millions et on a 220 000 soldats. Donc, c'est tout compris. Hein. Voilà. Il y a 572 avions. Nous, alors, ils sont d'une qualité, sans doute, machin, c'est des vieux trucs, mais nous, on en a 200, 220 des avions de chasse, à peu près. Hein, très bonne qualité. Et puis ensuite, et les sous-marins, alors là, j'en parle pas, mais par contre, je rappelle, on a la crème de la crème, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, des sous-marins nucléaires d'attaque. On ne peut pas se comparer avec leur vieux diesel, ça, c'est pas possible. Maintenant, en termes d'effectifs, effectivement, c'est une armée qui totalement. C'est un pays en armes, en fait. C'est une armée totalement disproportionnée par rapport à sa population. La masse, on y revient toujours, Didier François. Vous dites à quel point en Europe, nous avons oublié la masse militaire, elle est importante et cette guerre le montre. Si vous prenez la force combattante de l'armée de terre, Nicolas le sait, on la met aujourd'hui dans le Stade de France. Donc voilà, alors que, évidemment, pour les 14-18, on avait des divisions qui tenaient l'ensemble de nos frontières. C'est ça la grosse différence. Et l'air de rien, la masse, ça compte. Parce que, voilà, vous voyez, 1200 km de front en Ukraine, regardez, les Ukrainiens sont obligés de mobiliser jusqu'à 900 000 hommes, les Russes ont 700 000 hommes sur le terrain. Voilà, enfin, il faut tenir. Le terrain, à la fin des fins, ça doit se tenir. Et ça se tient avec des hommes.